Il y a une déesse qui, depuis plus de 2500 ans, n'a jamais vraiment quitté nos écrans. Qu'il soit en marbre, en celluloïd ou en pixels. Une divinité qui a guidé des héros, puni des mortels trop arrogants, renversé des destins et qui aujourd'hui encore incarne quelque chose de profondément universel. L'idée que l'intelligence peut valoir mieux que la force brute. Cette déesse, c'est Athéna. Et ce qui est fascinant avec elle, c'est que selon l'époque et le média qui la représente, elle peut être une mère froide et distante, une manipulatrice de génie, une icône féministe ou même une ennemie mortelle. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'ambitieux. On part de la source, c'est-à-dire de la mythologie grecque antique, et on remonte toute la chaîne jusqu'aux adaptations les plus récentes, en passant par le cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo et la littérature moderne. Et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder ce personnage avec un œil complètement différent. Alors restez jusqu'au bout, parce que la meilleure partie, notamment ce que les jeux vidéo ont fait à ce personnage, arrive bien plus tard. Pour comprendre toutes les interprétations modernes d'Athéna, il faut d'abord retourner à la source. Et cette source, elle commence de manière absolument spectaculaire. Athéna ne naît pas comme les autres dieux. Elle ne sort pas du ventre de sa mère. Elle n'est pas déposée dans un berceau. Non, elle surgit directement du crâne de Zeus, son père, déjà adulte, déjà en armure, déjà prêt au combat, en poussant un cri de guerre qui fait trembler l'Olympe. Si vous trouvez que votre propre naissance était intense, essayez d'imaginer sortir de la tête de quelqu'un avec un casque et une lance. Mais comment est-on arrivé là? L'histoire commence avec Métis, une titanide connue pour sa sagesse exceptionnelle. Zeus la prend pour épouse, mais une prophétie lui annonce que l'enfant qu'il aura d'elle sera plus puissant que lui et finira par le renverser. Zeus, qui n'est pas exactement un modèle de confiance parentale, décide alors d'avaler Métis alors qu'elle est déjà enceinte. Le problème, c'est que Métis continue de fabriquer l'armure et les vêtements de la future enfant depuis l'intérieur de Zeus, lui causant des migraines carabinées. Zeus finit par demander à Héphaïstos de lui fendre le crâne d'un coup de hache, et c'est à ce moment-là qu'Athéna jaillit dans le monde tout équipée. C'est probablement l'un des accouchements les plus compliqués de toute la littérature mondiale. Ce détail de naissance n'est pas anodin. Il dit quelque chose d'essentiel sur le personnage. Athéna n'est pas une déesse de la nature ou de la passion. Elle est une déesse de l'intellect, de la stratégie, de la civilisation organisée. Elle est, en un sens, née de la pensée elle-même, littéralement extraite d'un crâne. Et ça, les auteurs et créateurs modernes ne l'ont pas oublié. Dans le panthéon olympien, Athéna est l'une des 12 divinités majeures. Elle règne sur la sagesse, la guerre stratégique, les arts et l'artisanat. Et il faut bien comprendre la nuance qui la distingue d'Arès. Là où Arès incarne la violence brute, le chaos du combat, le plaisir du carnage, Athéna représente la guerre pensée, planifiée, disciplinée. Elle n'attaque pas pour le plaisir de détruire, elle intervient pour gagner avec méthode. C'est une différence fondamentale qui explique pourquoi les Grecs la vénéraient davantage qu'Arès, que même les autres dieux méprisaient parfois pour sa brutalité. Ces symboles sont connus. La chouette qui représente la sagesse et la capacité à voir dans l'obscurité. Une belle métaphore pour l'intelligence qui perce là où les autres ne voient rien. L'olivier qu'elle aurait offert aux habitants de l'Attique lors de son célèbre concours contre Poséidon pour devenir la divinité protectrice d'Athènes. Poséidon avait frappé le sol de son trident pour faire jaillir une source d'eau salée. Spectaculaire, mais pas très utile. Athéna, elle, a planté un olivier, offrant aux Athéniens du bois, de l'huile et de la nourriture. Les habitants ont voté pour l'olivier et la ville a pris son nom. C'est peut-être le premier exemple documenté de politique pragmatique dans l'histoire de l'humanité.
Elle porte également l'Aegis, ce bouclier redoutable orné de la tête de Méduse qui paralyse d'effroi ceux qui le regardent. Et justement, parlons de Méduse parce que c'est là qu'Athéna révèle un côté moins flatteur de sa personnalité. Dans la version la plus connue du mythe, Méduse est une belle jeune femme qui se vante d'être plus belle qu'Athéna. Ou qui est violée dans le temple de la déesse par Poséidon, selon les versions. Dans les deux cas, Athéna la transforme en monstre. Des serpents à la place des cheveux, un regard qui pétrifie. Elle aide ensuite Persée à décapiter Méduse en lui fournissant un bouclier poli comme un miroir pour ne pas regarder la Gorgone directement. Athéna récupère ensuite la tête pour l'intégrer à son armure. Pragmatique jusqu'au bout, cette déesse. Le cas d'Arachné est tout aussi révélateur. Arachné est une tisserande mortelle dont le talent est si grand qu'elle ose défier Athéna dans un concours de tissage. Elle tisse une tapisserie représentant les aventures amoureuses des dieux. Et elle le fait merveilleusement bien. Athéna, jalouse ou offensée selon les versions, détruit l'ouvrage et frappe Arachné avec sa navette. La jeune femme, humiliée et désespérée, se pend. Athéna, prise de remords ou simplement désireuse que la tisserande continue à souffrir, les mythes ne sont jamais clairs là-dessus, la transforme en araignée condamnée à tisser pour l'éternité. C'est de là que vient le terme arachnide. Le mythe d'Arachné, c'est la leçon classique de la démesure grecque, l'hybris. Mais vu sous l'angle d'Athéna, il révèle aussi une déesse qui peut être jalouse, orgueilleuse, impitoyable. Dans l'Iliade d'Homère, Athéna prend directement le parti des Grecs contre les Troyens. Elle intervient directement sur le champ de bataille, elle manipule des mortels, elle va même jusqu'à pousser Diomède à blesser Arès et Aphrodite, deux divinités, lors d'un combat. Dans l'Odyssée, sa présence est encore plus forte. Elle est la grande protectrice d'Ulysse, l'accompagnant tout au long de son périple, lui apparaissant sous différentes formes, guidant son fils Télémaque. Homère lui fait même dire, dans un dialogue savoureux, que si Ulysse est le plus rusé des mortels, elle est la plus maligne des dieux, et que c'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. Elle se reconnaît en lui. Il n'y a peut-être pas de meilleure définition d'Athéna que celle-là. Une divinité qui apprécie la ruse, la stratégie, l'intelligence au service d'un but. Elle est également vierge, ce qui, dans la mythologie grecque, signifie qu'elle reste indépendante, hors des dynamiques de possession et de soumission que le mariage impliquait pour les femmes de l'époque. Cette chasteté n'est pas une marque d'asexualité ou de froideur, c'est une affirmation de souveraineté. Athéna n'appartient à personne d'autre qu'à elle-même. Si vous appréciez ce genre de vidéo qui creuse un sujet mythologique en profondeur, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater. Ça m'aide énormément et ça prend 2 secondes. Passons maintenant à la culture populaire et commençons par le cinéma et la télévision, là où la plupart d'entre nous ont découvert ou redécouvert ce personnage. Le grand problème du cinéma avec Athéna, c'est qu'elle a souvent été reléguée à un rôle secondaire. Dans la version du Choc des Titans, le film de 1981 et le remake de 2010, elle apparaît brièvement comme l'une des divinités olympiennes qui débattent du sort de Persée. Elle n'est guère plus qu'une silhouette dans un concile de dieux. Le film de 1981 est bavard avec ses dieux, mais aucun d'entre eux n'est vraiment développé. Dans le remake de 2010, les dieux sont encore plus décoratifs, Athéna intervient peu. C'est dommage, parce que dans le mythe, Athéna est bien plus présente dans l'histoire de Persée que ne le montre le film. C'est elle qui lui fournit le bouclier poli pour affronter Méduse.
Dans la série télévisée Xena la guerrière, en revanche, le traitement est bien plus intéressant. Athéna y est jouée par Paris Jefferson et devient un personnage central dans les dernières saisons. Et là, on assiste à quelque chose d'assez inattendu. Athéna en antagoniste. Dans la série, après la mort de Zeus, elle prend la tête de l'Olympe et mobilise toutes ses forces pour tuer la fille de Xena, Ève, dont la survie est censée provoquer le crépuscule des dieux. Elle monte des armées entières, fait des alliances, déploie des stratégies complexes, mais elle reste toujours la plus posée, la plus calculatrice des divinités. Même Xena, dont elle est l'ennemi déclaré, finit par lui accorder son respect. Cette version d'Athéna est morale jusqu'au point où la survie des dieux entre en jeu. Et là, elle devient inflexible et froide. C'est une écriture nuancée qui montre une déesse capable de grandeur et de mesquinerie à la fois. Paris Jefferson y est absolument convaincante, incarnant une Athéna qui a la dignité de ses idéaux et la brutalité de ses intérêts. La plus grande apparition télévisuelle d'Athéna, c'est bien sûr dans Percy Jackson et les Olympiens, la série Disney+. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes sur le plan de l'interprétation moderne. Dans l'adaptation de roman de Rick Riordan, Athéna est la mère d'Annabeth Chase, l'une des protagonistes principales. La saison 2, attendue avec impatience, voit la chanteuse et actrice Andrade incarner la déesse. Ce casting a fait beaucoup parler, non pas seulement parce qu'Andrade est une artiste talentueuse avec une nomination aux Oscars à son actif, mais parce qu'il représente une relecture visuelle et symbolique assez éloignée des représentations traditionnelles d'Athéna en femme blonde aux yeux gris. Le choix de la production est délibéré. Prendre ce personnage millénaire et lui donner une nouvelle incarnation visuelle pour un public contemporain. C'est une décision qui fait débat parmi les fans les plus attachés à la fidélité au texte. Les livres de Riordan décrivent explicitement Athéna et sa fille Annabeth avec les cheveux blonds et les yeux gris caractéristiques de la déesse, mais qui illustrent parfaitement la tension entre héritage mythologique et réinterprétation culturelle. Dans les romans de Riordan eux-mêmes, Athéna est un personnage complexe. À la fois protectrice farouche de sa fille, mais aussi froide, orgueilleuse, incapable de montrer de la tendresse sans que l'intelligence ne vienne court-circuiter l'émotion. Elle est Annabeth, mais c'est un amour exigeant, presque militaire dans sa rigueur. Riordan a bien compris que l'Athéna mythologique n'est pas une figure maternelle au sens traditionnel du terme. Elle guide, elle évalue, elle valorise la performance intellectuelle avant tout. Et pendant que l'Occident cherchait encore comment représenter Athéna à l'écran, le Japon, lui, avait déjà trouvé sa réponse. Et elle allait conquérir le monde francophone, car il serait franchement impardonnable de parler d'Athéna dans l'animation sans évoquer celle qui a marqué des générations entières de spectateurs francophones et qui reste, pour beaucoup d'entre nous, la version définitive du personnage. Dans Les Chevaliers du Zodiaque, le manga et animé culte créé par Masami Kurumada et diffusé en France à partir de 1988, Athéna n'est pas une déesse lointaine perchée sur l'Olympe. Elle s'incarne dans le monde des hommes sous les traits de Saori Kido, une jeune femme apparemment ordinaire qui se révèle être la réincarnation de la déesse. C'est un choix narratif absolument radical par rapport à la tradition mythologique. Ici, Athéna ne manipule pas depuis les hauteurs du ciel, elle souffre, elle saigne, elle est capturée, elle risque sa vie à chaque arc narratif. Et c'est précisément pour elle que les Saints, ces guerriers revêtus d'armure cosmique, se battent jusqu'à la mort. Elle est le centre émotionnel de toute la série. La raison pour laquelle Seyar et ses frères d'armes traversent des épreuves inhumaines contre des adversaires qui semblent systématiquement impossibles à vaincre. Ce qui est profondément intéressant dans cette interprétation,
c'est qu'elle conserve des éléments profondément fidèles à la mythologie originelle, tout en les transformant radicalement. Athéna reste la déesse de la justice, celle qui s'oppose à la violence gratuite et au chaos. Elle est d'ailleurs régulièrement mise en contraste avec Arès, qui incarne ici aussi la guerre destructrice et sans but. Elle est la protectrice des humains, pacifiste par nature et ne cherche jamais la domination. Mais là où la déesse grecque était froide, calculatrice et souveraine, Saorikino est vulnérable, touchante, profondément humaine dans ses doutes et ses émotions. Les Chevaliers du Zodiaque ont introduit une idée qui allait devenir très influente dans l'animation japonaise, celle d'une divinité qui choisit de s'incarner pleinement dans la condition humaine, avec toutes ses fragilités, plutôt que de régner en surplomb. C'est une relecture presque christique du mythe, où la déesse descend parmi les mortels, non pas pour les juger ou les manipuler, mais pour partager leur sort. Pour des millions de spectateurs français qui ont grandi avec cette série dans les années 1990, c'est cette version d'Athéna, douce, courageuse et infiniment humaine, qui reste gravée dans la mémoire. Et c'est peut-être la preuve ultime de la flexibilité du personnage. Une déesse grecque antique qui, passée entre les mains d'un mangaka japonais, est devenue une icône de la culture populaire francophone. Maintenant, on arrive à la partie que j'ai promis de garder pour la fin et qui est probablement la plus fascinante de toute cette vidéo. Ce que les jeux vidéo ont fait à Athéna. Et pour ça, il faut parler de la saga God of War. Parce que, nulle part ailleurs dans la culture populaire moderne, le personnage d'Athéna n'a été traité avec autant de profondeur et d'audace narrative. Dans la série God of War de Sony Santa Monica, Athéna est le personnage féminin le plus important de l'ère grecque. Elle est, de loin, la divinité olympienne qui joue le plus grand rôle dans le parcours de Kratos. Et sa trajectoire sur l'ensemble des jeux est absolument vertigineuse. Au début, dans le premier God of War, elle est l'alliée noble. C'est elle qui envoie Kratos en mission pour tuer Arès. Elle est représentée comme la déesse la plus juste de l'Olympe. Celle qui voit en Kratos non pas juste une arme, mais un être capable de rachat. Elle guide le fantôme de Sparte, lui fournit des informations, plaide sa cause auprès des autres dieux. Elle est protectrice et sincère. Et puis, à la fin de God of War 2, il se passe quelque chose de dévastateur. Kratos, cherchant à tuer Zeus, frappe par accident Athéna qui s'est interposée pour protéger son père. Elle meurt dans les bras de Kratos, lui révélant au passage que Zeus est son véritable père. C'est un moment d'une puissance dramatique rare dans le jeu vidéo. Mais dans God of War 3, quelque chose d'extraordinaire se produit. Athéna revient sous forme de vision, d'entité post-mortelle consumée par une forme de folie inversée. La mort l'a transformée. Elle qui incarnait la sagesse devient obsédée par le pouvoir, manipule Kratos pour qu'il tue Zeus et tous les Olympiens dans l'espoir de récupérer la puissance de l'espoir contenue dans la boîte de Pandore pour régner seul sur ce qui reste du monde. C'est une corruption de son identité fondamentale. La déesse de la sagesse qui perd toute sagesse au contact de la mort et de l'ambition. C'est brillant, parce que cela montre qu'Athéna, comme n'importe qui, peut être détruite par les circonstances si elles sont assez extrêmes. Kratos la prive finalement de son but en choisissant de libérer l'espoir pour le monde entier plutôt que de le lui donner. Et dans le God of War de 2018, elle apparaît comme une hallucination. Une voix dans la tête de Kratos qui le hante et lui rappelle qu'il est un monstre. La scène où Kratos l'affronte est l'une des plus belles du jeu. Il lui dit qu'il n'est peut-être plus en mesure de nier ce qu'il est, mais qu'il n'est plus son monstre. Et il marche à travers son image. C'est une déclaration d'indépendance face à son passé, symbolisée par Athéna elle-même. Là où elle était autrefois son guide, elle est devenue la représentation de tout ce dont il doit se libérer. Jamais un jeu vidéo n'avait utilisé Athéna avec une telle sophistication narrative. Dans la saga Age of Mythology, la représentation est plus classique. Athéna est une divinité à vénérer pour obtenir des avantages stratégiques, des bonus militaires et de production. C'est fidèle à l'esprit du mythe. Elle est la déesse qu'on invoque pour gagner intelligemment, pas pour écraser à la force pure. Pas de développement de personnage, mais une intégration mécanique cohérente avec son identité mythologique.
La littérature moderne a produit des réinterprétations d'Athéna qui méritent d'être mentionnées. Madeline Miller, dans Circé et dans Le Chant d'Achille, utilise Athéna comme une présence en arrière-plan. Une force qui influence les événements sans toujours être visible. Chez Miller, les dieux grecs ne sont pas des allégories abstraites, mais des personnalités complètes avec leurs obsessions, leurs rancœurs, leurs amours. Athéna, chez Miller, conserve cette qualité de froideur calculatrice. Elle est perçue comme intimidante, même par les autres dieux, une entité dont l'intelligence est presque déshumanisante dans son efficacité. Les comics DC ont intégré Athéna dans leur univers de manière impressionnante, principalement à travers Wonder Woman. Dans les comics, Athéna est régulièrement mentionnée comme une source de guidance pour Diana, la princesse amazone. Elle est l'une des divinités qui a béni la création de Wonder Woman ou lui a accordé ses pouvoirs selon les différentes versions. Ce n'est pas un traitement très approfondi du personnage en soi, mais c'est significatif. Athéna est la divinité qui choisit de protéger et d'armer une femme guerrière dans un monde dominé par les hommes. Le symbolisme est clair et les auteurs de comics n'y ont pas été de main morte avec les sous-textes féministes. En dehors de Wonder Woman, certains romans graphiques indépendants ont tenté d'explorer Athéna de façon plus intime. On pense notamment aux adaptations de la mythologie grecque par des auteurs comme George O'Connor dans sa série Olympians, où chaque volume est consacré à un dieu. Le volume dédié à Athéna la présente dans toute sa complexité. De sa naissance extraordinaire jusqu'à ses rapports ambivalents avec les mortels. Le trait est dynamique, les couleurs lumineuses, et le récit n'édulcore pas les épisodes moins flatteurs comme l'affaire d'Arachné. Quand on prend du recul et qu'on regarde toutes ces versions d'Athéna ensemble, la divinité protectrice de l'Iliade, la déesse jalouse qui transforme des femmes en monstres, la mère exigeante de Percy Jackson, l'antagoniste calculatrice de Xena, la guide corrompue de God of War, l'icône féministe des comics, on comprend quelque chose de fondamental sur la façon dont nous explorons les mythes. Chaque époque projette sur Athéna ce qu'elle veut résoudre, ce qu'elle veut comprendre, ce qu'elle veut célébrer ou critiquer. Les Grecs antiques voyaient en elle l'idéal de la guerre intelligente, la supériorité de la raison sur la force. La Renaissance l'a utilisée comme allégorie de la philosophie, de la sagesse, des arts et des sciences. Le XXe siècle a commencé à souligner ces aspects plus problématiques. La punition de Méduse, la destruction d'Arachné, pour interroger la nature du pouvoir et ses abus. Même chez une figure jugée juste. Le XXIe siècle, lui, en fait tantôt une icône d'émancipation féminine, tantôt un personnage moralement ambigu dont la sagesse n'est pas une garantie de bonté. Ce que toutes ces lectures ont en commun, c'est qu'elles reconnaissent qu'Athéna est une force. Pas nécessairement une alliée, pas nécessairement un modèle sans défaut, mais une présence puissante qui incarne l'intelligence en action dans le monde. Et cette idée-là, que la pensée stratégique est une forme de pouvoir aussi réelle que la force physique, n'a pas pris une ride en 2500 ans. C'est probablement pour ça qu'Athéna continue de fasciner autant et qu'on n'a pas fini de la réinventer. Ce qui est remarquable aussi, c'est que malgré toutes ces transformations, certains traits restent invariables d'une interprétation à l'autre. Athéna est toujours présentée comme extraordinairement intelligente. Elle est toujours indépendante, jamais définie par une relation romantique. Elle guide toujours les héros, même quand elle les manipule. Et elle est toujours juste dans ses propres termes, même si ces termes peuvent nous sembler sévères, voire cruels. C'est ce noyau dur qui fait d'elle un personnage mythologique vraiment durable. Pas juste une déesse parmi d'autres dans un panthéon oublié. Athéna est l'un des personnages les plus complexes que la mythologie nous ait légués.
Et sa traversée des millénaires à travers tous les médias le prouve amplement. De la tête fendue de Zeus au crâne de Kratos qu'elle hante comme un fantôme, de la tisserande transformée en araignée à la mer distante d'Annabeth Chase, elle n'a jamais cessé d'être un miroir dans lequel nous projetons nos propres interrogations sur l'intelligence, le pouvoir, la justice et la place des femmes dans des mondes construits pour les dominer. Alors, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous recommande de lire l'Odyssée dans une bonne traduction moderne. La présence d'Athéna y est tellement vivante qu'on peine à croire que ce texte a plus de 2 millénaires. Et si vous avez des suggestions d'autres divinités dont vous aimeriez que j'explore toutes les incarnations culturelles, laissez-les en commentaire, je lis tout.